and gentlemen. Ladies and gentlemen. Right now. Bonjour à tous, donc je m'appelle Benjamin et je suis avec Johan, on va se présenter assez rapidement. Juste en guise d'introduction, on a appelé ça Team of Teams et on vous expliquera à la fin pourquoi. Ça va être un peu frustrant, mais restez avec nous. Alors, en deux mots, moi je dirige le produit chez Everroad. Avant ça, j'étais à San Francisco où j'ai aidé à monter le produit B2B d'Uber. Et c'était sympa. Donc bonjour, moi je suis donc le CTO d'Everroad et avant j'étais à Paris chez Chauffeur Privé où j'ai aidé l'équipe, enfin le CTO en fait à scale le produit et les équipes. Vous avez vu, on est très diversifié dans le recrutement. Alors chez Everroad, on essaye de repenser un petit peu la manière dont existe le transport routier de marchandises. C'est pas très sexy, c'est pour ça qu'on a essayé de faire des slides un peu belles. Concrètement, aujourd'hui, le transport routier de marchandises, c'est une industrie qui est hyper frictionnée. C'est-à-dire qu'en gros, pour une entreprise comme celle-là, qui est en fait un intermédiaire entre des expéditeurs et des transporteurs, il lui faut une personne pour gérer 10 lots. Donc si jamais vous avez 1 million de lots à gérer, vous avez besoin de X nombre de personnes. On s'est dit que ce n'était pas très scalable comme solution. Et c'est pour ça qu'on essaye d'inventer une plateforme qui met directement en relation les transporteurs avec les expéditeurs. Sachant que cette industrie, elle pèse aujourd'hui à peu près 300 milliards d'euros en Europe, 1 trilliard dans le monde, et qu'un camion sur 3 roule à vide. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut avoir sur l'environnement. Donc petite impro. Non, ouais, du coup, pour vous expliquer un peu le produit, donc ça c'est la partie expéditeur. Donc un expéditeur, l'action principale qu'il va pouvoir faire, c'est publier un lot, tout simplement sur la plateforme. Et en fait, ce lot qui va être publié va être mis à disposition des transporteurs. Donc un transporteur va pouvoir choisir. Alors il y a différentes actions pour trouver son lot. Soit il va pouvoir faire des recherches assez classiques avec des filtres. Il n'y a pas de transition, désolé. Soit du coup, il va pouvoir sauvegarder ses recherches, ou après, on est en train de mettre en place des algorithmes intelligents qui permettent de suggérer en fait automatiquement du fret qui pourrait l'intéresser. Pour revenir un peu sur l'histoire d'Everroad, donc nous on a été créé en mai 2016, donc on est assez jeune, on a 2 ans et demi. Et on va dire que la première étape, le premier objectif pour l'équipe tech, c'était de construire en 3-4 mois un MVP. Donc l'avantage c'est qu'on avait 2 millions d'euros en seed pour commencer, donc c'est plutôt un bon avantage. Ce qui nous a permis de recruter assez rapidement en fait les premières personnes, les premiers commerciaux, les premiers développeurs. Et voilà, et donc au niveau de l'organisation tech, c'était relativement simple. Il y avait un objectif, c'était sortir le MVP. Donc finalement, on a rapidement été 4 ingénieurs. En 1 mois et demi, on a été 4-5 ingénieurs. Et l'organisation, ça consistait à un point de synchro tous les matins. Tout le monde savait ce qu'il y avait pour savoir ce que tout le monde avait à faire. Et on avançait. Donc c'était relativement simple. Ensuite, une fois que le MVP est sorti, du coup, on est reparti sur un mode un peu plus traditionnel, on va dire, de la tech, où on reçoit des bugs, on doit créer des nouvelles fonctionnalités, donc c'est un mode assez classique pour le développement d'un produit. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est structuré on avait une équipe et en mode Scrum. Donc on a fait vraiment du Scrum by the book, c'est-à-dire la manière très traditionnelle avec toutes les cérémonies, poker planning, le grooming, la rétrospective, le daily stand-up. Et donc ça a plutôt pas mal fonctionné pendant un peu plus d'un an, 1 an et demi à peu près. Ça a bien fonctionné. On va dire qu'il y avait 2 grosses problématiques qui sont arrivées, 2 gros problèmes qui commencent à arriver en fin 2017. Il manquait un PM. Donc du coup, il y avait une grosse charge de travail sur la partie UX et sur les développeurs, sur la partie en amont, sur la conception fonctionnelle. Et deuxième point, c'est qu'on était un peu sous-staffé par rapport aux équipes métiers. Donc du coup, on avait un backlog qui grossissait de jour en jour sur les problèmes, sur les nouvelles fonctionnalités, etc. Donc du coup, décembre, donc c'était novembre 2017 en vrai, mais on a levé 16 millions d'euros en série A. Donc, ce qui nous a permis d'intensifier le recrutement côté tech. Donc en fait, en 1 mois, ça s'est vraiment passé en 1 mois, janvier, on a eu une personne qui est arrivée par semaine. Donc en fait, on a scalé, on est passé de 6 à 12 ingénieurs en à peu près 1 mois, un mois. Ce qui a été vraiment un gros challenge parce que du coup, il y avait un sentiment des nouveaux arrivants d'être un peu
noyer, enfin de pas trop être aiguillé. Et il y avait un sentiment des anciens, donc des 6 personnes qui étaient là avant, d'être un peu sursollicités, de ne pas pouvoir faire leur travail. Donc c'était une période assez complexe, mais finalement qui s'est résorbée au bout de 2-3 mois. Mais après ça, il y a d'autres problèmes qui sont arrivés. Il y en a 2 majeurs, en fait, qui sont, on va dire que la période un peu compliquée, ça a été mai 2018, où là, on s'est retrouvé vraiment avec un manque d'une personne côté produit, donc Ben qui nous a rejoint en mai, donc il manquait un peu ce poste clé pour structurer toute la partie fonctionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est arrivé à une situation où c'était les devs qui faisaient les specs fonctionnels, donc c'est pas leur cœur de métier, ils n'aiment pas ça, et c'est quelque chose où il y a une vraie méthodologie qu'on n'avait pas. Second point, donc du coup voilà, toute la partie était beaucoup déchargée sur l'UX. Et en termes d'organisation, en fait, on a continué à faire un peu ce qu'on faisait quand on était une petite équipe, c'est-à-dire du Scrum tel quel. Et ça a amené des gros problèmes. En fait, c'est que ça se calait pas. Ça a amené beaucoup de lourdeur. En fait, le process Scrum, il y avait beaucoup de cérémonies. Quand on est 12, en fait, on se rend compte que quand on fait un poker planning, on va sur un ticket qu'on va beaucoup expliquer, etc. Finalement, c'est une seule personne sur 12 qui va l'implémenter. Donc, du coup, ça amène beaucoup de friction. On parle de choses qui n'intéressent pas les gens. Poker planning, ça se finissait où les gens regardaient leur téléphone plus que participer à la discussion. Donc voilà, donc ça a vraiment beaucoup de lourdeur là-dessus. On a essayé de un peu contourner le problème en faisant 2 équipes, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Donc du coup, face à ça, on a décidé de complètement faire évoluer notre modèle où on est passé sur un système de tracks et donc c'est là-dessus sur lequel on va discuter un peu après. Et du coup, pour revenir un peu sur la partie méthodologie en amont sur comment on crée un produit, du coup voilà, c'est Ben qui va vous expliquer tout ça. Alors, on s'est posé il y a 4 mois et on a vraiment réfléchi à la manière dont il fallait qu'on fonctionne et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait 3 parties essentielles là-dedans. Il y avait 1, le fait qu'il faut qu'on écoute nos utilisateurs et je vais vous raconter pourquoi. 2, le fait qu'il fallait qu'on mette un peu plus de cadence et de structure dans la manière dont on planifiait les choses. Et 3, il fallait qu'on gagne en vélocité et qu'on ait un process project qui soit beaucoup plus détaillé. Sur la première partie, pourquoi c'est important d'écouter ses utilisateurs? On a tous entre 25 et 28 ans. A priori, on n'a jamais conduit un camion. Donc on n'y connaît rien à l'industrie du transport routier de marchandises. Mais littéralement rien. Si on n'écoute pas nos clients, on va droit dans le mur. C'est pour ça qu'on a mis en place un certain nombre de process qui nous permettent de vraiment savoir ce qu'on doit faire. Bien évidemment, on regarde les chiffres. On est une entreprise de technologie, donc on a une masse de données impressionnante. Là, l'enjeu, c'était de la structurer, de la tirer et d'en tirer des conclusions. Ensuite, on étudie énormément les comportements. Donc on a une série d'outils qui nous permettent vraiment de regarder la manière dont utilisent le produit nos utilisateurs. Et on s'aperçoit parfois qu'en fait, on n'a pas conçu le bon produit. Et ensuite, on permet à tout le monde dans l'entreprise de contribuer à l'élaboration du produit. Le produit, ce n'est pas juste l'apanage de 1 ou 2 PM, ce n'est pas l'apanage de l'équipe tech. Tous les gens qui sont en contact direct avec les utilisateurs doivent pouvoir suggérer des améliorations produits, des features, des services. Et je vous verrai pourquoi ensuite c'est important aussi pour la culture d'entreprise. Donc toutes ces données-là nous permettent de constituer ce qu'on appelle un backlog. Un backlog, c'est littéralement une série d'idées qu'on va plus ou moins qualifier. Donc pour ça, on a 3 critères assez simples. La complexité du projet, on va avoir l'urgence, et généralement c'est des urgences réglementaires ou légales. Et puis on va aussi avoir l'impact business. Ça nous permet d'avoir une première grille de notation qui va en fait faire remonter les sujets les plus importants. Alors vous verrez, on n'est pas très fun, on utilise Google Spreadsheet. Parce qu'une fois qu'on a acheté un compte Google, autant le rentabiliser autant que se peut. Le deuxième point, c'est une fois qu'on a ce backlog, on y voit un peu plus clair, mais on ne sait pas nécessairement comment on doit procéder. C'est pour ça que chez nous, on a des sessions de planning qui sont hyper cadrées. On part de la vision de l'entreprise. Si on n'a pas de stratégie globale, on ne voit pas comment on peut avoir une stratégie de produit. Donc tous les quarters, on va se retrouver avec l'équipe dirigeante et puis on va se demander, ok, dans quelle direction est-ce qu'on veut aller? De ça, on ressort des piliers stratégiques et c'est ces piliers stratégiques qui vont informer en fait la direction du produit. Encore une fois, c'est hyper important que cette stratégie d'entreprise soit pas juste la stratégie du leadership. Elle doit aussi venir d'en bas. Parce qu'encore une fois, le leadership, il est avec les investisseurs, mais il n'est pas sur le terrain. Donc on essaye de faire participer tout le monde à cette stratégie business. Ensuite, ça va informer ce qu'on appelle des programmes. Des programmes, c'est simplement un découpage
de différentes problématiques. Chez nous, c'est assez simple. On a les transporteurs, on a les expéditeurs, on a les opérations. On vient d'en rajouter un quatrième qui est Money, parce que notre CFO nous a un peu embêté là-dessus. Mais ça nous permet simplement de créer des narratifs. Et ces narratifs, ensuite, vont venir informer une liste de projets qui devraient résoudre les problèmes qu'on a définis dans ce programme. Une fois qu'on a ça, on peut faire ce qu'on appelle des plans d'investissement. Donc on a déterminé un nombre de sujets, on a déterminé un nombre de projets, puis on va commencer à aller dire, OK, combien ça nous coûte de faire ça en temps homme, côté design, côté produit, côté engineering. Une fois qu'on a fait ça, on se dit quelle capacité on peut embarquer en fonction des ressources qu'on a déjà, en fonction des ressources qu'on va onboarder parce qu'on a des plans de recrutement. Et ça va définir notre roadmap. Encore une fois, vous avez vu, on n'est pas très créatif, on utilise Spreadsheet. L'avantage de Spreadsheet, c'est que tout le monde peut y accéder, tout le monde dans la boîte. Et donc, ça permet aussi à tout le monde de voir ce qu'on fait, de savoir sur quoi on travaille, de pouvoir rentrer dans le détail de chacun des projets et de pouvoir dire, là, je ne suis pas d'accord, là, j'ai un point d'alerte. Au contraire, là, vous êtes vraiment en train de sauver ma vie. Donc voilà, donc une fois qu'on a la roadmap, l'objectif c'est de définir comment on va de l'idée on va passer à quelque chose de concret. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, on était sur un mode Scrum qui ne fonctionnait pas, donc on a évolué vers ce qu'on appelle des tracks. Les tracks, ça va être des petites équipes, généralement entre 1 et 7 personnes, tout compris, c'est-à-dire design, produit et ingénierie. Et ça va être sur des périodes, ça va être des teams qui vont se composer sur des périodes assez courtes, c'est-à-dire on va être entre une semaine et potentiellement, on va dire un mois et demi maximum. Donc on a deux types de tracks. La première que je vais vous présenter, c'est la track projet. Donc l'objectif de la track projet, c'est nécessairement de prendre la roadmap et de dépiler les sujets un par un. Ça, c'est une équipe projet assez typique. Donc on va retrouver un PM, une personne responsable design, et on va retrouver donc un lead tech, un lead ingénieur, et donc après on va retrouver entre 1 et 4 développeurs qui vont bosser sur chacun des projets. Ensuite, quel est le process qu'on a mis en place pour shipper le plus efficacement possible. Donc quand un projet tombe, en fait, la première étape, ça va être de répondre, définir en fait le besoin. Donc par exemple sur une question qui est comment on s'arrange pour que les transporteurs puissent prendre un lot plus efficacement sur la plateforme. Du coup, l'objectif de cette phase, ça va être de dire l'idée c'est qu'on va pouvoir sauvegarder les recherches, ce qui va permettre aux transporteurs d'accéder plus rapidement à ces filtres favoris, de pouvoir trouver du fret plus rapidement. Donc cette phase-là, en fait, elle est entièrement exécutée par l'équipe, par le product manager qui est sur la track. Ensuite, la deuxième étape, c'est une partie de design. Donc l'idée, ça va être à partir du besoin qui a été défini, c'est conceptuellement quelle interface utilisateur, quelle expérience utilisateur on va amener au client. Comment ça va se traduire sur l'expérience utilisateur du transporteur, du carrier ou de l'équipe opération. Donc ici, cette étape-là, c'est validé nécessairement par l'équipe design qui va faire donc des tests utilisateurs, des wireframes, des prototypes, de la recherche utilisateurs, sachant qu'à cette étape-là, en fait, on commence sont sollicités également l'équipe produit, nécessairement. Enfin, le PM est impliqué sur cette étape-là pour donner son feedback, pour un peu expliquer ce qu'il a imaginé au niveau de la définition, et aussi le lead tech, le lead ingénieur, pardon, est systématiquement inclus aussi dans cette phase-là pour être capable d'avoir un historique quand il va falloir construire le produit, et deuxièmement, être capable de dire, voilà, si tu prends cette solution-là, ça va me coûter 3 semaines en plus que si tu prends cette solution-là. Donc voilà, donc même si c'est l'idée par l'équipe design, derrière, il y a une interaction qui se fait avec les 3 équipes. Ensuite, une fois que le design est terminé, on passe à la construction. Donc la partie construction, ça c'est fait par l'équipe d'ingénieurs nécessairement. Et donc là, le lead ingénieur va se regrouper avec les développeurs qui sont dans sa track pour définir comment on va faire, quelle est la solution technique qu'on va apporter sur tel projet, et il va faire le développement. Enfin, ils vont faire le développement. Donc dans cette étape-là, c'est pareil. En fait, le PM et le design est systématiquement inclus. Donc vous allez voir, en fait, on a un rythme on a des itérations très courtes qui permettent d'avoir des feedbacks et de faire évoluer aussi bien l'aspect que le produit en fonction que l'implémentation en fonction des retours du PM et du design.
Et ensuite, donc, la dernière étape, c'est le launch. Donc ça va dépendre du projet. Il y a des projets qui concernent que les équipes internes. Donc en général, voilà, on envoie juste un mail avec une communication sur Slack, une petite formation des équipes pour qu'ils comprennent bien le produit. Et après, il y a des projets un peu plus d'envergure qui vont toucher les clients. Donc là, on va faire du marketing, un lancement sur comment dire, une campagne d'email, un lancement sur LinkedIn, etc. Voilà, donc ça, c'est un peu la cadence opérationnelle qu'on a mis en place. Donc on retrouve les différentes étapes, hein, le define, le design, le build et le launch. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la track projet, en fait, elle est complètement autonome. C'est-à-dire, en fait, elle s'organise comme elle veut. Sur l'aspect micro, on ne regarde pas ce qui se passe. On a un système, en fait, de feedback et de retour à l'aide de rétro, et différents outils comme ça qui nous permettent à chacun de piocher les meilleures idées qu'il y a eu sur les différents projets précédents, mais chacun gère un peu comme il veut. Le seul truc, c'est que d'un point de vue macro, on impose certaines milestones et certains process obligatoires. Donc le premier process, vous l'avez vu, c'est de respecter les 4 étapes. Et après, sur chaque étape, il va y avoir également différents points à s'assurer. Donc sur toute la partie, pour aller un peu vite sur cette partie-là, sur toute la partie, on va dire, conception, donc ce qui arrive avant le build, là-dessus, on va s'assurer qu'une fois que ça c'est terminé, il y a vraiment un sign-off, tout le monde est d'accord pour lancer le build. Donc quand je dis tout le monde, ça va être la track, c'est-à-dire produit, design et ingénierie, mais on va aussi s'assurer que les stakeholders, que le métier est absolument d'accord. En gros, on a un document qui permet de décrire l'aspect fonctionnel, et en haut de ce document, on a une cartouche qui décrit, voilà, telle personne est impliquée sur ce projet-là, et on demande un tampon. On demande un tampon de chacun en disant c'est bon, moi je suis d'accord sur le besoin fonctionnel, ça ne va plus bouger, on peut partir en dev. Ensuite, sur la phase de dev, donc ça c'est la phase où on met en place des itérations très courtes, où en général on va faire des points 2 fois par semaine avec le PM et le design pour s'assurer que tout le monde est en phase. Nécessairement, je pense que tous ceux qui ont travaillé un peu avec du produit savent qu'en général le besoin fonctionnel et l'implémentation, ça se complique un peu sur cette partie-là, donc c'est important d'avoir un cycle assez court où il y a une grosse communication pour être sûr qu'on va dans le droit chemin et pour affiner les choses qui n'étaient pas assez précises dans le besoin fonctionnel. Voilà, donc la dernière étape, on a un process de release et de launch. Ce qui est important, c'est qu'également sur chaque projet, à la fin, on va mettre une rétro. Et cette rétro-là, elle va être systématiquement partagée avec toute la tech. C'est-à-dire, en fait, toutes les semaines, on a un point qui regroupe l'ensemble de la tech où on va expliquer les projets qui commencent. Donc l'idée, c'est de synchroniser vraiment toutes les équipes sur qu'est-ce qui est en train d'être fait. Donc il va y avoir les projets qu'on commence, les projets qui sont en cours, avoir un update dans toute l'équipe relativement macro de où on en est, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, qu'est-ce qu'on va accomplir, et donc la rétro. C'est-à-dire c'est une rétro assez classique avec keep, drop, start, où on va où on va expliquer qu'est-ce qui a fonctionné sur mon projet, etc., dans le but d'améliorer continuellement les projets suivants. Et donc du coup, aujourd'hui, des tracks projets, il y en a au final 4 ou 5 en parallèle. Sur une semaine, on va trouver 4-5 projets en parallèle. Finalement, toute l'équipe tech qui est représentée ici, donc tech c'est design, produit et ingénierie, chacun va être sur un projet. Alors nécessairement, c'est le deuxième type de slide, de track, la track run, c'est qu'on va trouver des personnes qui ne sont pas sur un projet à l'instant. Sur une semaine, il y a forcément des personnes qui n'ont pas de projet parce qu'il n'a pas encore commencé, il est en phase de conception, etc. Donc ces personnes-là, en fait, on les a regroupées au sein d'une autre track qui s'appelle la track run. Donc l'idée de la track run, c'est surtout de faire du support, du bug fix, etc. C'est de l'assistance, essentiellement. Comment on sait qui est en run? Ça c'est important parce que voilà, on a pas mal galéré un peu au début en milieu de roadmap. On est là en train de un peu se prendre la tête qui fait quoi, etc. Donc on a mis encore un Google Sheet. On est très Google Sheet chez Everode. Et du coup, l'idée, c'est simplement un document, c'est simplement une matrice. Où on va dire cette semaine, ce développeur-là, il est assigné à ce projet-là où il fait du run. Donc en fait, ce document, il a 2 objectifs. Il a un objectif en interne côté tech de savoir qui travaille sur quel projet. Et ça permet également aux équipes métiers d'avoir un point de contact directement pour avoir du support. Et donc c'est là, on va dire que le principal objectif de la track run, c'est justement cette assistance, c'est ce support.
Aujourd'hui, en fait, il y a deux façons de contacter l'équipe tech depuis les équipes métiers. Donc là, par exemple, c'est le petit Slack. On a un channel Slack qui s'appelle Tech Support. Et donc là, on ne voit pas, c'est trop petit, mais il y a Ségolène qui dit bonjour, j'ai un problème sur cette page, je peux pas valider mon formulaire. Et donc du coup, l'idée de ce channel, c'est de pouvoir avoir un feedback rapide sur un problème qu'elle a maintenant. Et donc là, du coup, il y a une réponse qui dit, bah, c'est simple, c'est qu'en fait, sur le montant, tu as mis un montant avec des virgules, alors que l'API prend que des entiers. Donc du coup, l'avantage, c'est que ici, elle est capable directement, enfin, on est capable de lui apporter une solution directe à son problème. Après, si elle veut qu'on corrige le bug, c'est-à-dire si elle veut qu'on change l'API pour que ça prenne en compte des chiffres à virgule, bah, elle va passer par un autre mécanisme qui est la création de tickets, etc., comme on connaît assez classiquement. Voilà sur cette partie-là, je pense, sur la partie support. Donc l'idée, c'est vraiment, je pense que c'est important. Cette partie support, elle est hyper importante parce que j'ai vu dans beaucoup de sociétés, même chez nous au début, où il y a petit à petit une fracture entre le métier et la tech, parce que justement, il y a une espèce de mur qui se met entre les deux. Et l'idée d'avoir ça, c'est de rapprocher un peu plus ces équipes et de pouvoir apporter une assistance assez rapide. J'ai mis en haut en titre le but de les personnes qui sont dans la track run, c'est des pompiers où ils doivent faire des choses un peu extraordinaires. Ça doit être un peu des héros où ils doivent éteindre les feux, mais en même temps c'est quelqu'un qui doit être là à proximité, qui doit gérer un peu le quotidien et être à proximité des équipes métiers. Donc en plus ils sauvent les chats. C'est un peu moins sexy de prendre l'échelle pour aller sauver le chat dans un arbre, mais voilà, la grand-mère elle est contente et c'est ça qui est important. Ensuite, sur la partie, donc du coup, comme je vous l'ai dit, on a résolu le problème de Ségolène hyper rapidement en lui disant bah voilà, soit tu choisis 57, soit tu choisis 58. Et après, l'idée c'est si tu veux résoudre le problème définitivement, si tu veux pouvoir mettre des nombres à virgule, bah, du coup tu vas pouvoir rentrer un ticket. Donc le ticket, nous aujourd'hui, c'est un Google Form, donc encore du Google, on sponsorise à mort, où on va décrire qu'est-ce qui arrive. Donc je peux pas mettre de nombre à virgule. Qu'est-ce qui devrait arriver? Je devrais pouvoir mettre des nombres à virgule, des screenshots, etc. Donc là, c'est un problème simple. Et sur les problèmes compliqués, évidemment, on alimente le ticket pour qu'il soit le plus clair possible. Et après, c'est assez classique, hein, le formulaire tombe dans Jira et après il y a un système de priorité, etc., qui permet à la track run de fixer le problème. Et enfin, dernier objectif de cette track, c'est d'être en support également des projets, des track projets. Le but de la track projet, c'est qu'elle soit absolument focus sur son projet. Ça, c'est important. Elle a une deadline, elle a des milestones, elle doit respecter ses engagements. Donc du coup, il faut qu'elle soit complètement exclue de toute interruption. Donc le principe d'un run track, c'est justement d'éviter ce type d'interruption et de prendre tous les sujets qui rentrent. Donc aussi bien les supports que le fixe, que l'amélioration des différents problèmes qu'on peut avoir sur la plateforme. Donc réduire la dette technique ou améliorer toute l'infra, toutes les fondations, la CI, la CD. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout sur la partie run. Et à toi. Alors, bien évidemment, on a une boîte tech, donc du coup, on mesure tout, littéralement tout, y compris notre productivité. Et avant, déjà, on ne s'engageait pas sur le nombre de projets qu'on allait délivrer, on ne s'engageait même pas d'ailleurs sur la nature des projets qu'on allait délivrer. Donc ce qu'on a changé pour Q3, c'est on a commencé à fixer les projets sur lesquels on allait travailler, et donc on s'est engagé vis-à-vis de tout le monde, y compris vis-à-vis de notre board, en disant voilà ce sur quoi on va travailler. Premier point. Deuxième point, avant, on livrait à peu près 12 projets par trimestre. Là, on a augmenté notre cadence et on est monté à peu près 25. Ce qui est cool ici, c'est qu'on arrive à shipper les projets sur lesquels on s'était engagé, voire plus, et on arrive aussi à mesurer si on respecte les deadlines qu'on s'était fixés. Les 3 projets qui sont en rouge ont été delayed et on l'a fait en âme et conscience, c'est-à-dire qu'on s'est réunis avec la leadership team et on a dit bon là on a un problème, on a besoin d'autres éléments fondamentaux avant de pouvoir travailler là-dessus, et on a dit ok bon on les met de côté, on travaillera dessus en Q4, en revanche on va faire autre chose à la place. Donc voilà, aujourd'hui on a 2 tracks, mais on est obligé d'anticiper un petit peu ce qui va se passer dans les mois à venir. On a fourni du travail qui est raisonnablement bon en Q3.
Et du coup, on a le droit de recruter un peu plus de personnes. Ce qui veut dire qu'on va continuer à grossir, ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse évoluer l'organisation. Donc du coup, on est en train de s'imaginer des programmes au sein desquels on retrouve toujours cette nomenclature en track. Ça veut simplement dire qu'on précise le focus des personnes qui travaillent au sein de ces programmes, mais on garde cette agilité, cet ownership sur lesquels je vais revenir dans quelques minutes. Alors, on est sympa, donc on vous a préparé un doggy bag. Si jamais vous deviez retenir quelques éléments, c'est cela. Le premier élément sur lequel on a énormément travaillé, c'est la transparence. Avant, on travaillait énormément sur GitLab ou sur Jira, ce qui fait que les éléments ne sont pas très accessibles, voire pas compréhensibles du Kidam. Donc du coup, on a commencé à migrer tout sur Google, avec des Google Docs qui sont lisibles. Et on rend accessible tous ces documents à tout le monde. On communique dès lors qu'on fait une session de planning, on communique dès lors qu'on livre quelque chose, et c'est essentiel pour qu'une organisation fonctionne de la meilleure des façons possibles. Le deuxième point, et alors c'est une danseuse, je ne sais pas si ça se voit, c'est qu'on essaye de mettre du rythme dans ce qu'on fait. Mettre du rythme, c'est important parce que, un, ça permet de délimiter des phases de travail, et deux, ça permet aussi de soutenir l'ambition qu'on a. Aujourd'hui, on veut gagner en vélocité, et donc le fait de pouvoir mettre des points réguliers de synchronisation, ça nous permet justement de nous assurer qu'on est dans les clous, et que si on n'est pas dans les clous, on peut prendre les actions correctives pour essayer de revenir dans les clous. Le troisième point, c'est l'ownership. L'avantage des tracks, c'est de l'autonomie, et l'autonomie, c'est de l'ownership. L'ownership, pour quelqu'un qui travaille sur un projet, c'est essentiel. Parce que du coup, il va vraiment se consacrer sur ce projet, il va vraiment se réaliser dans son projet, et on va arriver à un travail qui est d'une bien meilleure qualité que si le travail avait été micromanagé. Et du coup, le dernier point, et c'est essentiel, c'est le feedback. Le feedback sur la manière dont on travaille, le feedback sur la manière dont on s'organise. Johan a vachement insisté sur le côté rétro. Nous, ça nous fait grandir, à la fois en tant qu'être individuel et en même temps en tant qu'organisation. On pense vraiment que la culture du feedback va nous permettre de devenir encore meilleur que ce qu'on est aujourd'hui. Ce qu'on vous a mis en dessous, c'était une sympa transition pour l'équipe d'Alan, parce qu'en fait, ce sont nos valeurs. Et en fait, nos valeurs informent la manière dont on s'organise, la manière dont on travaille. Et si jamais vous voulez en savoir plus, Maxime Legardé, le fondateur d'Everode, a publié hier un article Medium parce que son avion a été delayed et il était à 3h du mat à l'aéroport en train de rien faire. Donc du coup, il a expliqué ce pourquoi on a créé ces valeurs et ce pourquoi ces valeurs informent la manière dont on s'organise au quotidien. Dernier message. La raison pour laquelle on a appelé ça Team of Teams, et c'est pas du tout voulu, on a commencé à s'organiser comme ça avant de lire ce livre, mais il y a un général qui explique un petit peu la manière dont l'armée américaine s'est réorganisée en équipe autonome, agile, impactful pendant la guerre d'Afghanistan, et c'est assez intéressant. Dernier message, et je le commenterai pas. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup d'abord, merci pour... c'était hyper intéressant, et merci pour votre attention. Donc tout le monde a entendu la question. Alors si j'ai bien compris, c'est comment la transition se fait entre l'équipe, la track run et la track projet, c'est ça? Alors ce qu'il faut savoir et que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, être dans la run track, on peut être dans cette track une semaine ou un mois et demi en fait. Donc c'est des périodes quand même assez courtes et en général on passe sur un projet. Et après, alors différents outils qui ont été mis en place pour garder une synchro, et ça c'est un très bon point, c'est que premièrement, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a un point de synchro qui est fait tous les lundis, où on dit quel projet commence, les points d'avancement de chaque projet, donc ça permet vraiment à tout le monde de savoir. Après, il y a encore, la notion de transparence, dans le fait où toute la roadmap est disponible, toutes les PRD, toutes les conceptions techniques, tout le monde peut intervenir à n'importe quel moment dessus, donc ça c'est un point très important. Ensuite, on a un wiki qui s'appelle Brain, qui permet également, alors bon ça faut encore s'améliorer dessus, mais l'idée c'est de définir voilà, quel microservice, l'architecture technique et de faire évoluer ça. J'avais un dernier point qui était important. Oui, alors il y a une autre notion que j'ai pas abordée, c'est que en fait, une fois qu'on finit un projet, on passe systématiquement, obligatoirement en run pendant à peu près au moins une semaine, voire 15 jours. Toute l'équipe passe dans ce mode-là. Et je pense que c'est très bénéfique parce que sur un mode Scrum assez classique, en fait, quand on a fini un projet, bam, on passe au nouveau sprint et finalement, on n'a jamais le temps de revenir à l'ancien projet. L'avantage de mettre l'équipe projet en mode run, c'est justement, il va y avoir ce temps, en fait. C'est un temps plus ou moins libéré, autonome, où les gens vont pouvoir réaméliorer leurs produits et leurs projets. Donc ça, c'est important aussi. C'est que du coup,
pour répondre à ta question, c'est qu'en fait, l'équipe projet assure un suivi derrière, ce qui permet d'éviter une fois que le projet est terminé, de donner des tickets à des personnes qui n'étaient pas responsables du projet. Donc il y a aussi ce ownership qui continue après que le projet soit terminé grâce à la track run. Petite question, je suis là, ici. Moi, je suis plus du côté produit, mais j'ai souvent des problèmes avec la tech sur un sujet. Enfin, c'est un problème, pas un faux problème, mais tu n'as jamais évoqué le moment où la tech définit et calcule précisément le nombre de jours hommes nécessaires à la réalisation d'un projet. Moi, ça fout en l'air tous mes plannings, clairement tout le temps. C'est voilà, une semaine, mais en fait, on se rend compte au fil du projet, merde, ce sera 2. Donc voilà, c'est où et comment tu optimises ce calcul du temps homme tech dev nécessaire pour que la livraison se fasse en temps et en heure. C'est un vrai sujet qu'on a souvent, nous. Alors, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas de recette magique pour estimer précisément quand il y aura un projet. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui a réussi dans l'informatique et a priori, je ne vais pas résoudre le problème. Après, plusieurs choses. C'est que déjà, on essaye de fonctionner. En fait, nous, notre ambition, c'est pas forcément d'avoir des timelines bien définies sur un projet, c'est de respecter un engagement sur 3 mois. C'est-à-dire sur 3 mois, on a X projets à faire et le but, c'est de les shipper. Voilà. Donc déjà, c'est une vision macro, mais je pense qu'elle est pertinente pour le top management, pour les investisseurs, etc. Il n'y a pas forcément d'avoir une vision projet. Donc finalement, au sein d'un quarter, au sein d'un trimestre, les projets vont plus ou moins s'ajuster les uns avec les autres en fonction de la bande passante qu'on veut dédier. Après, il y a un autre concept, je pense, qui est assez fort, c'est la notion, et c'est là où on revient sur tout ce qui est agilité, etc., c'est la notion d'itération. En fait, on se rend compte que... Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en amont, en fait, pour définir la roadmap, je mets en fait une estimation grossière en semaine de combien de temps va durer un projet. Donc c'est une estimation encore une fois grossière, donc j'essaye un peu de charger pour que Ben en mette le moins possible. Mais du coup, ça reste une estimation grossière. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, au moment où on va le faire, au moment où on va l'exécuter, on va essayer en fait d'affiner notre projet par rapport à ce qui a été estimé. C'est-à-dire en fait, on se rend compte que voilà, tu prends enfin, sur n'importe quel projet, sur n'importe quel projet, ça pourrait durer 2 ans en fait. Tu as toujours plein de choses à faire, etc. Donc après, toute la problématique est en fait sur ce qu'on travaille, et je pense que là-dessus toutes les équipes sont alignées, c'est systématiquement essayer de définir une première itération qui va répondre à justement cette timeline pour remplir nos objectifs. Donc c'est comme, je sais pas si j'ai été clair. C'est vraiment comme ça que je le vois, c'est qu'en fait, finalement, il faut peut-être plus adapter ton projet par rapport à la timeline que tu as définie, plutôt que l'inverse. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Il faut que je fasse gaffe avec ça, j'ai le titre de Chief Karaoke Officer au bureau. Le but de la roadmap avec des milestones un peu précis, c'est encore une fois une idée de rythme. On essaye juste de mettre en mouvement l'organisation. Ensuite, on s'adapte. Si on n'est pas capable de tenir les délais, tant pis. On verra que sur un autre projet, on sera capable de raccourcir et puis on ajustera la roadmap en fonction. Mais l'idée, c'est juste d'avoir une espèce de ligne de mire sur laquelle tu peux te concentrer et juste organiser les choses autour de ça. Comment ça marche pour savoir qui bosse sur quel projet et justement les rotations quand vous dites il y a 1 ou 2 semaines de run, après qui repart sur quoi? Est-ce que c'est toujours une équipe qui en tant qu'équipe va passer sur autre chose ou est-ce que même les équipes sont reconstituées? Ouais, les équipes une track n'est jamais la même. Donc du coup ce qui se passe c'est que donc le PM et le designer sont définis, en fait, sont attribués dès le début. D'accord, y compris le lead ingénieur. Donc ces trois, en fait, ce trio-là est systématiquement désigné dès le début. Alors le lead ingénieur, en fait, ça peut être n'importe qui de l'équipe. Il n'y a pas les personnes seniors, les personnes juniors. Non, c'est chacun peut prendre un projet, peut être honneur d'un projet. Évidemment, en fonction de la complexité du projet, on va choisir plus ou moins de personnes. On essaye aussi d'amener les gens à dépasser un peu je sais pas quel mot. Leur zone de confort pour aller sur des projets un peu plus ambitieux que ce qu'ils sont capables de gérer. Donc ça permet également de faire monter en compétence progressivement les gens. Mais voilà, donc du coup, c'est le lead ingénieur, on va choisir la personne qui est volontaire, tout simplement, et en général, on a beaucoup de personnes volontaires pour faire des projets. Donc ça, c'est plutôt cool. Et une fois qu'en fait la partie conception est terminée, donc toute la partie conception fonctionnelle est terminée, c'est là où en fait le lead ingénieur va recruter les autres développeurs.
Donc en fonction une fois que le besoin fonctionnel est terminé, on sait à peu près, on est capable d'estimer d'un point de vue ingénierie combien de ressources on va avoir besoin sur ce projet-là. Donc c'est à partir de ce moment-là que le lead dev dit bon bah moi je vais avoir besoin de 2 personnes sur ce projet-là. Et donc là ils se réunissent et ils font le projet. Et alors c'est vrai que du coup en cours au moment le plus fort en fait du trimestre, là où il y a vraiment beaucoup de projets en parallèle, faut un peu se casser la tête pour savoir qui je peux mettre, etc. Alors on a mis en place un nouveau document, comme je l'ai montré là, le Resource Plan, qui permet vraiment de savoir qui fait quoi. Donc ça permet d'avoir une visibilité un peu plus moyen terme sur ça. Mais bon après ça s'est plutôt bien passé et voilà, y a pas, ça on va dire c'est pas tellement un gros problème, ça marche plutôt bien. Est-ce que tu peux développer sur les problèmes que vous avez eus en faisant Scrum by the Book? Ouais, c'est un peu. Alors encore une fois, ça a bien marché quand on était 6, ça marchait très bien. Pas de souci, méthodologie classique. Après, le problème, c'est quand on est arrivé à 12, il faudra demander à l'équipe, une partie est là, donc c'est eux qui étaient plus au cœur de la machine. Mais les principaux problèmes, c'est que ça a amené beaucoup de lourdeur sur le fait qu'en fait, on est arrivé dans une situation où un développeur avait à peu près 3-4 heures de réunion par semaine. Et souvent, c'est donc pour respecter toutes les cérémonies qu'apporte Scrum, etc. Et sur certaines réunions, en fait, on se rendait compte que ça parlait de sujets que le développeur n'avait jamais rencontrés. C'est qu'en fait, on faisait estimer une tâche, et cette tâche-là, finalement, sur 12 développeurs qui étaient autour de la table, il y en avait qu'un qui allait la gérer. Donc finalement, ouais. Ouais, donc voilà, donc on a divisé en 2, mais ça, je pense que c'est une étape qu'on en a mal fait. On l'a mal fait parce qu'on n'a pas... Alors, ça posait un problème, c'est qu'en fait, 2 équipes, c'est compliqué, on ne sait pas sur quel périmètre fonctionnel il faut les mettre. Enfin, on ne sait pas est-ce qu'il faut les mettre sur un périmètre technique bien défini, sur un périmètre fonctionnel. Aujourd'hui, typiquement, la bonne pratique qu'on s'était dit, c'est on va faire 3 équipes, orienter une pour les équipes transporteurs, enfin pour les clients transporteurs, les expéditeurs et les opérations, mais on n'était pas assez gros pour faire ça, et on était trop petit on était trop petit pour faire 3 squads et on n'était pas assez gros pour... Bon bref, vous avez compris. Donc du coup, on a fait 2 teams qui n'avaient pas des périmètres bien définis, et en fait, ça s'est assez mal passé. C'est qu'on n'a pas bien... Alors, je pense que c'est une expérience personnelle, donc encore une fois, je pense que tu peux scaler en Scrum, etc. Mais voilà, je pense qu'on a beaucoup gagné en agilité en enlevant tout ça. Et par contre, ce qu'on est en train de faire en Q4, c'est quand même remettre des petites cérémonies qui manquaient. Par exemple, le daily on laissait tout le monde faire ce qu'il voulait, mais on avait constaté que le daily n'était plus présent, ce qui posait des problèmes des fois, donc on l'a remis un peu. Et voilà, on remet des petites touches d'agilité, mais on a effacé, typiquement, on note plus. On en revient un peu au sujet, c'est que la notation des tickets, ça a peu d'importance si derrière tu livres le projet à temps, quoi. Ouais, ça sera très court. Tu disais que du coup c'était le lead ingénieur qui allait faire une espèce de recrutement en gros des développeurs qui allaient rejoindre un projet une fois que la partie fonctionnelle était vraiment définie. Mais du coup, comment tu sais toi en amont combien il faut de développeurs alors que vous n'avez pas forcément fait un découpage technique du coup, si je comprends bien. Et du coup, si vous n'avez pas fait de découpage technique, comment tu peux recruter le bon nombre? Ou alors, si jamais tu évalues techniquement la durée et le nombre de personnes qu'il faut en amont, comment tu fais en sorte de maintenir vraiment de l'ownership, sachant que ce n'est pas les ingénieurs qui sont engagés dans ces cas-là sur la quantité de travail qu'il y a à abattre? Bonne question. Alors, du coup, c'est une longue... Ouais, parce qu'il y a plusieurs questions quand même. Bon, on pourra en discuter après, mais... alors non, un point important, c'est que vraiment, tous les développeurs de la track, ils portent le projet, mais réellement. C'est-à-dire, on s'est rendu compte, et ça n'arrivait jamais en mode Scrum, c'est que les personnes, une fois qu'ils ont fini un projet, ils se font des petits dashboards sur Kibana, etc. pour savoir, bah tiens, ma nouvelle fonctionnalité, comment elle marche, quoi. Par exemple, on avait un projet pour pouvoir sauvegarder des cotations, et on a fait des stats pour savoir combien de cotations. Donc il y a vraiment un ownership très fort, pas uniquement du lead tech, et ça, je pense que c'est lié au fait qu'ils sont présents, l'équipe tech est présente aussi sur la conception technique jusqu'à la livraison. Ça, c'est important, en fait. C'est que j'ai connu des équipes très fermentées où tu avais les personnes qui faisaient la conception technique et après ceux qui la déroulaient. Et en fait, là, tu n'as plus d'ownership. S'ils sont là depuis le début, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Et il y avait une autre partie de la question, mais j'ai le temps. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez répondre après pendant le moment de networking, ou alors d'envoyer, vous devez peut-être avoir un Google Form pour ça, pour envoyer les questions. Merci beaucoup. Merci.